est l'épreuve la plus dure, je pense. Ça fait plaisir de voir ces images quand même. Hein. Ben oui, c'est vrai que c'était un moment difficile parce qu'il faisait très très froid. Mais bon, quand on voit ces images, on oublie la difficulté, hein, ça c'est clair. Tu mets des gants combien de fois par an? Une fois tous les 10 ans, donc là, c'est l'été là. Et la question, et les chaussons, tu en mets tous les combien? Tous les 20 ans. Ok, donc c'était un jour où il faisait froid, effectivement, il faisait très très froid, y compris sur le bateau. On est des gosses en fait, et on rêve de choses impossibles, comme ces gens qui sont partis autour de la Lune ou sur la Lune, ils ont vu notre planète de notre angle, et de l'autre côté, on est nous comme des enfants un peu dans cet univers-là à explorer et imaginer l'inconnu. Donc Antoine, on t'a été présenté tout à l'heure rapidement, mais tu es une légende de la voile, il faut le savoir, hein, pour les gens qui ne connaissent pas très bien Antoine. Antoine, c'est 25 titres de champion du monde, c'est le fait d'avoir été l'homme le plus rapide sur l'eau. Tu as été l'homme le plus rapide sur l'eau en 2008 avec ce record à 49 nœuds, avant que les bateaux reprennent leur bien. Et oui, c'est vrai que là, c'était à ce moment-là, c'était vraiment la course entre les bateaux à voile et puis la planche à voile. Et le record était détenu par c'était Yellow Page, je crois. Hein. Et puis en 2008, là, en mars 2008, j'ai battu le record de quelques nœuds de Yellow Page en établissant 49 nœuds 09. Donc c'était une super consécration parce que c'est vrai que c'était la bataille entre les planches et les bateaux, quoi. Donc c'était vraiment top. Alors toi, tu as continué à progresser dans la vitesse, tu es allé jusqu'à 53 nœuds 27, c'est le record du monde actuel. Voilà, ça c'est le record du monde actuel qui est fait en Namibie. Ce record en 2008 était en France, dans le sud de la France. Donc là, il y a un nouveau canal qui a été construit en Namibie, à côté de l'Afrique du Sud. Et là maintenant, c'est le seul endroit où tu peux faire des tentatives de record du monde de vitesse en planche. On verra des images tout à l'heure, je pense. Donc voilà, c'est là-bas que je l'ai établi en novembre 2015. Et pendant ce temps, les bateaux n'ont pas chômé. Ils ont bien travaillé. Ils ont de la puissance, ils sont surpuissants, ils s'ancrent dans l'eau. Et ces bateaux-là, ils sont aujourd'hui à 65 nœuds 45 depuis 2012 avec ce bateau australien un petit peu bizarre. Ouais, bon, il n'y en a qu'un. Hein. Mais bon, c'est vrai que tous les bateaux de la course de l'América, ils sont très très proches des 50 nœuds. Et c'est des bateaux de course qui ne sont pas vraiment faits pour aller vite, mais qui sont faits pour aller vite sur un parcours. Alors que Vestas Rocket, il est fait pour aller vite en ligne droite. Donc c'est tout notre challenge, on va faire un petit voyage dans ton univers de la vitesse avec par exemple ces petites images, c'est des images embarquées. Donc Antoine part sur une promenade en fait à La Palme, Le 4. Ouais, une promenade en bord de plage. Pas forcément, mais c'est vrai que bon là ça c'est le spot de Le 4 La Palme où on pense s'entraîner et établir des records. Donc on voit que là c'est la zone de lancement et puis je vais m'aligner tout doucement au bord de la plage pour essayer d'avoir un plan d'eau très très plat. Donc avec la caméra on a l'impression qu'on est quand même loin mais ça passe très très proche. Il faut faire attention parce que sous le petit bout de planche, sous le pied arrière, il y a un petit aileron. Il faut pas frotter le sable, il ne faut pas toucher le sable. C'est toute la problématique du spot d'ailleurs qui bouge, hein, qui n'est pas fixe. Hein, ouais, on a des petits soucis de plage. C'est vrai que la plage n'est pas tout le temps très, très droite. Donc il y a des moments qui vont être meilleurs que d'autres, bien sûr. Donc là, tu es en train de contrôler, tu prends tes trajectoires. Voilà, c'est la fin du run, ouais. On voit qu'il est en stress total hein, dans sa façon de s'arrêter. C'est cool quand même.
Oui. Bon, là, on n'est pas dans des conditions extrêmes, mais là, ça allait déjà à 46 nœuds, donc c'est déjà pas mal. Là, on va voir l'univers d'Antoine et de ses 25 titres, enfin, nombreux de tes titres de champion du monde à travers une épreuve de slalom. On voit pas beaucoup d'images comme ça, très peu télévisées. C'est ça l'ambiance d'une Coupe du Monde. Ouais, donc ça, c'est un départ de finale. Malheureusement pour les autres, je suis devant avec la voile rose, là. Ça arrive souvent, d'ailleurs, je crois. Hein. Donc là, on est sur l'île de Fuerteventura, donc c'est vraiment un spot vraiment super pour les images, parce que l'eau est une couleur d'eau qui est exceptionnelle. On te voit devant, là, avec Matteo Iachino, là, vous tirez la bourre. Voilà, avec Matteo, grosse bataille pour la première place, pour gagner ses ultimes points pour remporter le titre de champion du monde. Donc ces principes-là, c'est de faire des parcours autour de bouées et puis d'être le premier à passer la ligne pour se qualifier sur les... Là, c'est un tournoi difficile, hein. Il y a quand même il y a énormément de clapots. C'est pour ça qu'on a l'air de ne pas naviguer super bien, mais on va quand même très vite dans un plan d'eau très agité. Ce qu'on voit, c'est que en fait, dans cette technique-là, tu es en appui beaucoup sur l'aileron et tu rebondis. Quasiment que sur l'aileron, là on est au coude à coude, et il va y avoir une petite touchette où Matteo vient me poser le wishbone dans le dos, il est déséquilibré, il tombe. Et on était en quelle année là? Quel titre de quelle année on est là? Ça c'était 2018. Donc titre de champion du monde en 2018, c'est vrai ça? Oui. Ah, ok. On va poursuivre avec le petit Pierre. Tu peux nous parler de Pierre? Oui, donc Pierre, il est un petit jeune aussi, un petit jeune comme moi, originaire de l'île de Ré, qui a grandi là-bas et qui navigue super bien, qui est rentré en sport-études cette année en section voile à La Rochelle. Donc malheureusement pour lui, il doit naviguer pas mal de fois dans la semaine. Donc il a super bien progressé et il part avec nous sur le projet justement pour nous aider à avoir une autre vision, pas avoir que ma vision d'expert, vraiment de pro de la chose, quelqu'un qui va vraiment très bien gérer le sujet. Donc il va avoir un autre œil, une autre approche, son œil, qui va être très important et on l'a vu déjà le 4 il y a 10 jours sur les tests. C'est intéressant parce que sur les tests, il a justement amené une fibre de jeune qui a aucun passé lointain, tout est neuf pour lui, donc il s'exprime en fait avec ses propres sensations. Mais c'est ça, c'est vrai que lui va ressentir des choses qui, moi, vont me sembler basiques, que je ne vais même pas voir parce que c'est quelque chose qui, pour moi, ne va pas être très important et qui, pour lui, risque d'être des difficultés ou quelque chose très bien qui va se dire « tiens, ça c'est top ». Donc c'est bien d'avoir un œil d'expert, de pro et un œil d'expert aussi, mais à son niveau. Ça c'est Marc. Donc Marc c'est un ingénieur qui a pas mal tourné aussi sur des tentatives de record du monde de vitesse, notamment qu'est-ce que il a fait, c'était pas lui le sportif, il avait à chaque fois un sportif, malgré qu'il soit sportif aussi. Moi je dis 3, 2, 1, voilà. Donc il a organisé en monoski, en snowboard. Snowboard et VTT essentiellement, on a fait. Voilà, VTT le dernier avec Eric Baron à plus de 228 km/h sur le kilomètre lancé à Vars. Et donc c'est un passionné aussi qui a fait de la planche à voile dans les années 80 aussi et qui en refait à cause de moi d'ailleurs. Exactement, non seulement je refais la planche à voile, mais j'ai été obligé, contraint de faire du foil. Le foil. Et depuis, je ne pense qu'à ça, jour et nuit, tellement c'est bon. Donc si vous pouvez faire du foil, allez-y, wing foil doucement, ou alors un peu fêlé comme ce qu'on fait avec de la vitesse, mais il faut le faire. Voler, c'est extraordinaire. Donc oui, ça c'est mon univers, c'est l'industrie. J'ai un pied dans l'industrie, un pied dans les sports extrêmes depuis assez longtemps. Et dans cet univers-là, en fait, on a, comme pour nous, on a une forme de vision de la vitesse. On va avoir un titre, un record du monde avec Edmond Plabzik qui est là. Et en fait, on est allé avec Edmond changer l'angle d'attaque du snowboard dans la descente. On est vraiment allé travailler en soufflerie. Et ce qu'on a fait avec Edmond, ça a été de le faire descendre en utilisant ses appuis sur l'air du haut du corps pour trouver ses trajectoires. En fait, au niveau de son snowboard, il est en snowboard. En fait, il est simplement en appui, il ne touche jamais la carre, il est flottant. Imaginez, vous êtes flottant à 203 km/h et vous êtes en appui sur l'air. Donc ce qu'on a fait, c'est que, comme on essaie de le faire ensemble avec Antoine, c'était d'explorer, de réexplorer son sport. Donc on le voit là en phase de concentration, en équipe Edmond, on lui a mis des appendices, vous voyez, et qui lui permet
à partir de 180 km/h de s'appuyer sur l'air. Et ce qui s'est passé, c'est que le mode de fonctionnement en snowboard est complètement différent de ce qui se faisait avant. Avant, c'était un Australien qui avait le record depuis une quinzaine d'années et qui était très puissant, qui descendait vraiment comme un bourrin, je dirais, en équilibre comme ça avec les bras. Et avec Edmond, on a réussi à battre ce record du monde tout en finesse. On est allé chercher une sorte de glisse à la fois dans l'air et sur la neige. Donc ça, c'était avec Edmond en 2015. Et puis, sinon, on est aussi dans le VTT, comme tu disais, avec Eric Baron. Ouais. Vous avez dû voir Eric, si on peut mettre du son d'ailleurs, parce qu'il y a du son sur les vidéos. En 2017, on est là. Et on voit un petit peu l'ambiance de cette tentative de record du monde. Le record à battre était à ce moment-là de 223 km/h. 223 km/h. Donc mon rôle dans le projet, c'est comme on le fait sur Zephyr. Le coup de pied, le coup de pied aux fesses. Donc là, on voit Eric qui part en fait sur cette tentative. Et mon rôle, c'est la supervision des équipes, toute l'ingénierie, et faire en sorte que le sportif soit dans les meilleures conditions pour aller attaquer son record. Donc là, on voit Eric, il y a tous les risques qui sont associés à ces descentes. On voit, il récupère le vélo à quasiment 180 km/h, tout simplement parce qu'il est dedans, il est concentré comme toi tu l'es sur tes runs. Ce sont des moments extrêmement puissants, humainement parlant, et c'est tout ce qu'on recherche en fait dans ce type d'approche. C'est des années de travail. Donc c'est ce qui nous attend sur Zephyr Project, Antoine, dans quelques temps, j'espère. J'espère. Il travaille bien, je pense. Ça va dans le bon sens. On va avancer rapidement avec justement cette image, c'est l'humain, c'est la puissance, le lien entre les personnes qui fait qu'on arrive à faire ça. Dans ce type d'aventure, on est sur la fois les enjeux technologiques, donc on pousse tous les curseurs techniques dans le détail au maximum, mais dans le même temps, c'est parce qu'il y a ce lien humain fort qu'on construit au fil des jours. Depuis le premier jour où on s'est rencontré avec Antoine, on voit un mec qui débarque de nulle part grâce à Olivier Pombroche que j'avais rencontré 30 ans avant. Et puis on construit la confiance, on apprend à se connaître et on avance comme ça au fil des semaines. Cette phrase que je voulais partager avec vous de notre ami René Char qui nous dit: un poste à chance, vous connaissez ça, mais faites-le résonner. Serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. On est tous moteurs dans notre existence et on embarque avec nous des gens autour de nous. C'est accessible à tous, c'est la vie, la relation à l'autre, et c'est ça qui fait qu'on peut faire de grandes choses. Alors ce record, le voilà, tu parlais tout à l'heure du bateau, Vestacel Rocket. Voilà l'engin qui aujourd'hui a le record du monde, c'est un bateau qui en appuie sur l'eau mais qui s'ancre dans l'eau. Et nous, tout l'objectif, c'est que l'être humain, que le bonhomme. C'est ça que c'est vrai. Là, on voit vraiment que oui, c'est un engin à voile, mais c'est 200% de technologie. Nous, on veut faire le record à la force des bras. On veut que ça reste une expérience humaine, que ce soit un record humain. Donc, si je borde pas, j'avance pas. Comme je dis toujours, mais on veut vraiment rapporter ça à quelque chose qui peut être utilisable par n'importe qui, quoi. L'objectif, c'est qu'un être humain prenne de l'énergie aux éléments et le transfère de façon la plus efficace possible à son support. Donc on cherche une forme de glisse absolue en fait, qu'aujourd'hui on ne connaît pas. On a cette sensation en foil à basse vitesse, mais ce qu'on cherche à avoir, c'est à le retrouver à très haute vitesse. À très haute vitesse, oui, c'est vrai que maintenant avec tous les foils qu'on a sur tous les supports, ça va très très vite, ça va vite dans les vents faibles, dans les vents médiums. Mais dès qu'on arrive à des vitesses de vent plus fortes, on a énormément de problèmes de stabilité et c'est vraiment ce qui nous freine. Donc il faut qu'on réduise tous ces problèmes de stabilité, qu'on comprenne un petit peu comment le foil fonctionne, exactement les l'avant, l'arrière, le mât, et essayer de pousser ce support beaucoup plus rapidement. Alors on s'est lancé dans ce projet, donc il y a à peu près pas loin de 2 ans, 18 mois. Et on a commencé par des essais en soufflerie, quasiment très 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 vite. Et on va voir justement un petit film qui résume ça. Si on peut mettre du son en régie, s'il vous plaît. Installé à Manicourt, dans les anciens locaux de l'écurie Prost, on démarre les premiers tests en soufflerie.
contrairement à un bateau qui est une vraie machine avec beaucoup de structures, nous, structure c'est le pilote, c'est le planchiste. Donc lui il a une force limitée et on doit composer avec cette force. Donc c'est comme un oiseau qui est dans la nature. L'objectif c'est d'être le plus fluide possible et optimiser la force qu'il va avoir, la capacité qu'il a à prendre de la force du vent et la transmettre à son engin. Dans la pièce voisine, le corps d'Antoine Albo est modélisé en 3D. Une étape supplémentaire dans la quête du record. C'est quelque chose qu'il faut faire si tu veux vraiment avancer, parce que à part avoir le feeling qu'on peut avoir nous-mêmes en navigation, on n'a que ça, mais on n'a aucune donnée, aucune mesure. Et là, on va avoir tout ça. Tu gardes ta position. Là, on se rend compte que partout l'air arrive sur le corps d'Antoine. À l'endroit où on arrive, il n'est pas trop mal. Quand on regarde, si tu regardes là, en fait, on voit que la fumée se sépare bien autour du corps. Et par contre, on voit tout le tourbillon et la recirculation derrière, ce qui veut dire que là, il y a une perte énorme de charge de traînée. On peut gagner beaucoup. Grâce à cette caméra et au capteur installé sur Antoine et son gréement, le pilote est instantanément modélisé sur écran. Avec tous ces calculs-là, nous, on va pouvoir savoir quel type de voile, quel type de planche il va falloir utiliser pour aller très très vite. Et après, il faudra la modéliser, puis la fabriquer. Et après la tester. Donc, moi, je rentrerai en jeu après ça. Avec le projet Zéphyr, un premier prototype doit voir le jour fin 2021. Un premier record devrait être tenté en 2023. Bah, le timing est pas trop mal, hein. Au niveau proto, ça commence à sortir. Ben oui, c'est ce qu'on avait déjà là, il y a 10 jours. Donc mais il faut continuer, il faut qu'on avance. Alors on va rentrer dans le vif du sujet justement pour continuer tout ça. On va voir trois. En fait, là c'est juste l'introduction. Maintenant, on va rentrer dans le dur et dans le projet. La première étape, c'est où est-ce qu'on en est en windfoil et en windsurf classique avec un aileron. On va essayer de décortiquer un petit peu ça. Comment on travaille, quelle est notre approche, et enfin, on va regarder quelles sont nos avancées à peu près à aujourd'hui. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a des petits films à vous montrer qui vulgarisent un petit peu ça. Si on peut mettre un petit peu de son, s'il vous plaît. Tu te souviens de ça ou pas? Bah non, j'étais pas né. Donc ça commençait dans les années 70, hein. Ton papa était presque à l'origine de tout ça. Ouais, c'était un des précurseurs en France, ouais. Ça c'est clair. Avec la belle Jenna, qui nous a fait rêver, Arnaud. Pascal qui a été le premier à détrôner les bateaux et crossbow à l'époque. Ouais, qui navigue encore. L'olympisme avec Charline Picon qui est vice-championne olympique, comme Thomas. Et Faustine aussi. Chez Goya. Oui. En fait, ce type de foil a commencé déjà il y a une dizaine d'années. Hein. Ça fait à peu près 10 ans que ça commence à être sur le marché avec la même configuration qu'aujourd'hui. 2015, le record, voilà des images. Ambiance de fou, hein. Bah, là-bas, c'est difficile, ouais, parce que comme on voit, le sable vole pas mal, donc tu prends beaucoup de sable dans les yeux, sur toi, c'est un petit peu de la survie, mais on est dans l'extrême, quoi. Mais bon, ça allait, t'avais un masque de ski, donc c'est bon. Oui, mais t'en prends dans les oreilles, partout, quoi. Les femmes qui avancent aussi, on a vu ces images tout à l'heure aussi. Donc ça, c'est le monde de la vitesse. Le mini nautique l'été dernier, tu as quand même fait un nouveau record sur le spot justement de la Palme 4. Le mini nautique, c'est une distance de 1852 mètres, donc c'est très très long, c'est interminable d'ailleurs, très dur comme épreuve en fait. Ben oui, parce que il faut être très concentré, physiquement c'est plus dur qu'un 500 mètres, c'est comme en course à pied, c'est pareil le 100 mètres et puis le 5000 quoi. On va voir maintenant entre aileron et foil, ces deux univers-là, et voir un petit peu comment c'est structuré au niveau mécanique en fait. On va laisser découvrir la petite vidéo, petite synthèse. Donc en fait, sur les forces et les moments, ce qui a tendance à faire tourner l'élément et ce qui a tendance à mettre de la pression dessus.
Donc tout ça, ça doit être équilibré. Donc on voit la différence de fonctionnement entre une planche avec un aileron, où on a un appui surtout latéral, et puis avec un foil où on va avoir un appui un petit peu différent. Donc on utilise des profils. Ces profils sous l'eau vont ramener une force en fonction de la vitesse, en fonction de leur angle, ce qui fait qu'on a beaucoup de problématiques de réglage sur les ailerons et sur les foils. C'est vraiment une clé. C'est toi là? Je crois pas. Pas toujours hyper stable tout ça. Quand est-ce qu'est arrivée la symétrique? C'est arrivé en 2012, enfin sur le, je pense 2012, hein, les premiers ailerons. Donc Olivier est avec nous, Olivier Pont-Rouge qui est là, la marque UFO, qui est spécialisée dans les ailerons, essentiellement pour la vitesse, sur différents supports d'ailleurs. Et puis sur le foil, voilà, on est au-dessus de l'eau, avec des efforts différents et qui sont assez complexes. Est-ce que tu peux nous décrire ça, Antoine? Oui, on a une aile avant, une aile arrière, c'est plus ou moins comme un avion en fait. Hein. On a le mât qui tient l'avion qui est dessous, qui nous permet de voler, de décoller, de mettre de la puissance et décoller, sortir la planche de l'eau en fait. Donc plus de traîner du tout, la planche ne touche plus du tout. Donc c'est pour ça que vraiment dans les vents légers ça part très très tôt et tu as beaucoup de puissance pour partir. Et puis tu as une bonne vitesse, tu peux bien remonter au vent. C'est très léger sous le pied, la voile te tire beaucoup moins dans les bras. Donc tu peux même naviguer quasiment sans le harnais. Alors qu'en planche normale, au planning, la voile est très lourde, t'en as beaucoup dans les bras. C'est vrai que le foil devient très accessible en fait à des personnes qui n'ont pas forcément le physique pour faire du windsurf classique. Ouais. Mais par contre qui vont avoir l'accès à du foil comme la wing par exemple, c'est très facile d'accès. C'est très facile dès que c'est facile. Il y a un petit apprentissage, mais dès que tu sors de l'eau, t'as quasiment plus rien dans les bras. T'as très peu de force. Et ça, c'est apprécié de tous. On est dissocié du plan d'eau, la planche ne tape plus. En fait, on est sur un autre spot, c'est assez curieux d'ailleurs. Tu navigues en 3 dimensions en fait. Tu voles plus ou moins comme une mouette au-dessus de l'eau. C'est trop bon. Donc on va continuer notre exploration. Voilà ce qui se passe quand on est sur un run et qu'on perd. Ça c'était 2015 aussi, la veille du record. J'aime bien passer ces vidéos. Petit décrochement d'aileron. Tu pèses combien Antoine là? Là, beaucoup. Lesté 118 peut-être. Donc 118 kg qui rebondissent 3 fois sur l'eau, ça vous donne une idée. À 50, là peut-être à 51, j'étais à plus de 52 nœuds je pense. 52 nœuds, donc autour des 95-98 km/h, ça fait ça. Donc 120 km/h, même 110, ça veut dire qu'il va falloir travailler aussi sur la sécurité, alors la protection. Faut pas tomber. Non mais de toute façon tu tomberas pas, on va faire un truc qui est hyper stable, tu vois, c'est sûr. Et ça justement, ça illustre ce qui se passe en foil aujourd'hui quand on est un peu limite, comme là. Donc là, ça c'est des images de l'an passé où on essayait déjà d'aller vite en foil. Ça a été un record du monde homologué. Oui, mais la stabilité est vraiment pas bonne. On peut voir dans le petit carré en haut que la planche monte, descend. Je trouve que c'est intéressant de voir ta tête à gauche aussi. Oui, t'es un petit peu anxieux parce que t'as pas envie de... Tu veux pas que l'aile avant sorte de l'eau et tu veux pas que ta planche colle sur l'eau. Parce que dans les deux cas, tu peux tomber. Là, il faut savoir que c'est à peu près à 60 km/h et que 60 km/h, t'es au-dessus de l'eau. T'es au-dessus de l'eau, t'es sur une jambe en fait. Parce que t'as qu'un seul appui qui est le mât, donc c'est pas facile, t'as énormément de problèmes de stabilité. Donc c'est vraiment la problématique aujourd'hui qu'on a. D'un côté, on a une planche avec un aileron qui a tendance à traîner et pousser l'eau, être très au contact de l'eau, donc il freine. Mais stable. Un bon appui. Et de l'autre côté, quelque chose qui est très fluide, mais qui a un problème de stabilité très rapidement autour des 50, on va dire à 50 km/h, ça devient compliqué. Ouais, ça dépend du vent. Si le vent est très irrégulier aussi, c'est très instable. Donc c'est pas facile. Donc notre équation, c'est travailler sur toutes ces dimensions-là. Et pour ça, on a une forme de méthode assez, je dirais, pragmatique. C'est ce que j'ai pu faire sur les précédents records. Et en fait, c'est des choses qui sont très simples. On va rentrer dans la technique après, mais la première étape, quand on est sur un projet de ce type-là, quand vous êtes sur vos projets, dans votre quotidien, dans votre vie perso ou professionnelle, c'est en fait comment on s'y prend face à la difficulté. Nous, on a une grande difficulté, mais il y a une chose qui est sûre,
Et c'est notre ami Mike Horn qui disait ça il y a quelques semaines quand il est passé à Paris. Il dit « Je n'établis pas de nouveaux records à battre, je modifie une certitude. » On modifie une certitude en fait. Ce qui était impossible en fait ne l'est plus. Et c'est ce qu'on veut faire en fait dans cette approche. Beaucoup de personnes viennent nous voir, même on le voit sur le salon, c'est intéressant. Je dis mais non, mais vous faites 53 nœuds, vous voulez faire 12 nœuds de plus. C'est même pas la peine de commencer en fait. C'est vrai, c'est ce qu'on entend. Ouais, c'est pour ça que ça donne envie de le faire. Exactement. Exactement. Si on réinvente les choses, si on a la bonne énergie, en fait, on peut faire des trucs. Il y a la place. Oui, il faut justement travailler pour essayer de savoir quel va être le support. Est-ce qu'on va être au-dessus de l'eau? Est-ce qu'on va être au contact de l'eau? Les voiles, on a déjà bien travaillé, on a déjà une voile asymétrique qui fonctionne bien. Il faut développer, il faut tester et étudier tous les retours de tests qu'on a. Alors on va avancer là-dedans avec deux dimensions, la dimension technique, technologique et la dimension humaine, avec des valeurs, avec l'être humain au cœur. On a des jeunes dans l'aventure, on a des étudiants dans l'aventure, on a des anciens, on a des gens de tous horizons sur toute la planète. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette synergie, ce collectif qui est puissant et qui fait qu'on peut faire de grandes choses. Je voudrais juste partager en 2 minutes cette approche-là que j'ai dans l'industrie ou que je fais dans les sports extrêmes. C'est comment est-ce qu'on passe d'une forme de chaos à une forme d'harmonie. Comment est-ce qu'on arrive à inverser, à changer la tendance. La première, c'est quand vous êtes en difficulté ou face à un gros challenge, c'est d'observer l'environnement. On est statique, on regarde, on apprend, on fait infuser toutes les connaissances, tout ce qu'il peut y avoir, tous les savoir-faire, le petit bruit, la personne qui vient et dit oui, moi je suis dans le film d'animation, on peut faire un film d'animation. Oui. Bon. Etc., on va le voir. La deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a cette vision, qu'on sait à peu près vers où on va aller, comme on l'a fait avec Antoine, on va pouvoir innover, se donner des outils. Ces outils vont nous permettre en fait d'influencer notre environnement. On change les règles du jeu. On change les règles du jeu avec la nature. On change notre relation aux éléments. On change notre relation aux risques. Ça, c'est la deuxième étape. On innove, on trouve des clés dans tous les domaines techniques. Tous. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à utiliser ces innovations. Utiliser ces petits outils. On va en choisir certains et on va les appliquer. On met en œuvre. À ce moment-là, on change les règles du jeu. C'est différent. On change le risque. Travailler sur la sécurité, par exemple, va permettre d'aller beaucoup plus loin. Antoine, d'être parfaitement safe, même en cas de chute. Tous ces éléments-là. Et ça, en fait, ça nous permet d'avancer vers une forme d'harmonie. Et je voudrais que tu nous racontes cette petite histoire, en fait, à travers cette vidéo, comment ça passe d'une situation difficile à autre chose. Ouais, bah là, on est au sud de l'Espagne, entre l'Espagne et le Maroc, au détroit de Gibraltar. Là, il y a un bon spot pour faire de la vitesse, là-bas près de la plage. Là, tu fais de la natation. Ouais, là, je fais de la natation parce que, en fait, pour remonter le run, tu es obligé d'aller au large quand même. Et tu te retrouves dans un spot où il y a beaucoup de clapots et tu n'as pas vraiment l'équipement pour. Mais bon, faut pas se paniquer, hein, l'eau est claire, on peut voir les poissons s'ils arrivent. Sachez que cette planche-là, c'est la moitié de la largeur. Ouais, oui, elle est minuscule. Elle fait la moitié de cette planche. Hein. Là, il y a quand même pas mal de vent, il y a 35-45 nœuds, je pense. Et taille de voile, juste pour savoir. Là, j'étais en 5-2, là. Donc ça bouge un peu. Hein. Quelqu'un normalement constitué enlève à peu près 1 mètre carré, sachez-le. Et puis, il faut repartir, quoi. Donc on remonte et on y va. C'est bon, tout va bien, je suis sur ma planche. Accroché au harnais. Tu règles ta GoPro. Ouais. Et là, ça tape beaucoup parce que la planche est vraiment pas faite pour... c'est comme si on va avec une moto de Grand Prix sur un terrain de motocross. Hein. On se retrouve, c'est pas du tout stable du tout. Il vaut mieux pas aller trop vite. En fait, là, tu remontes, tu vas aller chercher ta trajectoire. Là, je remonte à fond pour aller au ras de la plage là-bas. Pour trouver un plan d'eau plat. Comme on le disait tout à l'heure, c'est en fait d'une situation critique, en utilisant le matériel qu'on a, une planche, une voile, si on se projette, c'est comment on va transformer notre environnement. C'était difficile au début, et petit à petit, on rentre dans la performance. Voilà, là, on voit que le plan d'eau est nettement plus plat déjà. Et là, je me retrouve au bord de l'eau, il y a des petites vagues à gérer un petit peu. Et là, c'est tout plat. Il ne faut pas te faire attraper par une vague. Hein. Non, mais j'aime bien les vagues, moi, donc c'est bon. Tu peux les utiliser pour accélérer.
Là, tu es en train de surfer En fait, une petite vague avec ta pour parole. prendre la vitesse. En accélérant. Et là, je crois que j'étais à 44 nœuds. Alors, c'est pas très plat. 80-85 km/h. Un surfeur, tu l'as raté. Non, c'était un caméraman. Voilà, et la fin du run. Donc s'arrêter aussi, c'est pas facile, mais ça va. On gère. Et beaucoup de plaisir. Et beaucoup de plaisir, ouais. C'est vraiment grisant de. Il fait beau, l'eau est bonne en plein hiver, donc c'est bien. Le top. Donc on va continuer dans notre exploration et on va justement rentrer dans les avancées du projet concrètement, ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est, que vous ayez vraiment un maximum d'informations. Donc dans notre organisation, on sait qu'on a à peu près 80-100 personnes qui sont mobilisées, qui nous aident à travers la planète. Hein. Ça va de Hawaï, les États-Unis, toute l'Europe, Nouvelle-Calédonie. Tous ces gens en fait nous suivent, croient dans notre vision, pour pas dire notre délire. Et s'ils nous suivent déjà, c'est parce qu'ils croient en nous. Sinon, ils n'auraient pas rejoint l'aventure. Et il y a énormément de monde qui est de métiers différents, qui sont là et qui sont venus taper la porte via les réseaux sociaux, la plupart. Donc, nous, on a fait un petit peu le tri et on a essayé de prendre les gens qui avaient le plus de connaissances dans leur métier. Bon, c'est intéressant parce que quand on s'est rencontrés, la fin de la discussion, ça a été assis autour d'une table, vous imaginez, avec un crayon, une feuille blanche, en disant bon, Antoine, tu connais qui dans ton univers? Et toi, Marc, tu connais qui on peut appeler en fait pour leur parler de cette vision-là? Ça a commencé comme ça. Donc voilà, en fait, quelques personnes, c'est un peu une ambiance R&D depuis 1 an. Donc on est sur Zoom, on a démarré, il faut savoir, avec le Covid. C'était pas facile, hein. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en février 2020, je crois. Donc on s'est dit, c'est bon, on y va, et direct, on a été bloqué chez nous pendant 1 mois et demi. Donc ça n'a pas été facile de trouver les gens et les outils pour commencer à travailler. Et on a quand même pas mal avancé. On a mangé du Zoom et des choses comme ça. Et donc là, on voit en haut différents experts du monde, en fait, qui ont beaucoup travaillé sur la Coupe de l'Amérique. Par exemple, vous avez à droite Martin Fischer, qui était le co-designer de Luna Rossa sur la Coupe de l'Amérique et qui design actuellement Ineos pour la future Coupe de l'Amérique et qui bosse avec Mercedes Formula One. Donc ils sont vraiment sur de l'interdisciplinarité entre les univers de la Formule 1 et de la Coupe de l'Amérique. Et donc d'autres experts qui sont là, et puis un jeune au milieu, étudiant Franck, qui a travaillé sur certaines images. On a ici Mathieu qui a développé avec Segula Technologies, qui est un gros engineering qui nous soutient, un VPP, un programme de prédiction de vitesse et de stabilité pour le windfoil, quelque chose qui est unique, qui n'existe pas aujourd'hui. Et en fait, ça permet de simuler ta position en fait en vol. Et ce qui est intéressant, c'est que là on voit une courbe, une polaire en fait de caractéristiques de vitesse avec une configuration. Et Mathieu, tu as un peu bluffé sur ce que pouvait dire son ordinateur par rapport à tes sensations. On a retrouvé des choses identiques avec lui, ses ressentis par rapport aux données qu'il a récupérées et moi les données que j'ai ressenties en utilisant le matériel. Donc ça, pour moi, c'était quand même bizarre. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est... Oui. Tu n'as jamais eu ça ou connu ça dans le monde de la planche à voile? Non, parce qu'on n'a jamais fait de calcul comme ça, au final. Donc le fait qu'il lise toutes les données embarquées, qu'il récupère toutes les données embarquées et qu'il les lise, il arrive à avoir un ressenti qui est quasiment identique au mien. Donc là, on voit cette polaire de vitesse en fait qui est intéressante. Et où on voit les caractéristiques de Mathieu. Je ne sais pas si tu peux te lever quand on voit tout le monde. Voilà, Mathieu qui est le chef de projet chez Segula Technologies. Je pense qu'on peut t'applaudir, Mathieu, pour ce que tu fais, c'est top, franchement. Avec l'équipe, bien sûr, tu n'es pas tout seul. Donc on essaye de jongler entre l'univers de la simulation et la réalité. On n'est pas juste à se faire plaisir avec les calculs, on cherche vraiment à avoir ce parallèle entre les deux univers, y compris au niveau de l'aérodynamique, où on va calculer des voiles, comme on a fait ça nous a permis de faire un prototype, ou des calculs en fait de profil sous l'eau qui permettent de travailler sur des foils ou sur des ailerons. Donc là on voit ce qui se passe avec 2 types de profils, la façon dont l'air l'eau va suivre le profil avec un gros point d'arrêt devant, on voit le point rouge là-haut et toutes les perturbations derrière, et puis des effets de cavitation
où le problème à haute vitesse, c'est quand l'aileron appuie trop sur l'eau, il crée une telle dépression que l'eau se gazifie d'un coup, il crée des petites bulles, voire une grosse poche. Donc c'est des choses que tu peux, toi, sentir en fait avec un aileron par exemple. Ben, ça, on le sent souvent, hein. C'est vrai que quand tu demandes trop à ce que l'aileron peut te redonner, généralement il décroche, hein. Il prend un petit peu, ça peut être de l'eau qui vient aussi de la carène, parce que l'aileron touche la carène. Donc c'est de l'eau qui peut venir de la surface de la planche. Donc ça, c'est des choses qu'il faut, bon, en planche normale avec l'aileron, on arrive à le sentir venir ça. Donc quand tu sens que ton aileron va commencer à décrocher, généralement tu relâches un petit peu la pression, il raccroche et après tu peux lui en redemander. À remettre sur le plancher. La problématique qu'on a à la surface, c'est justement qu'on est très très près de l'air. Et à cette interface entre l'air et l'eau, il se passe qu'on peut avoir justement l'air qui plonge en fait sur l'appendice et qui va le remplir d'air et du coup te faire perdre complètement ton appui, ou l'eau se transformer en gaz. Exactement, ouais. Donc en fait on est allé, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, on est allé pousser une autre dimension, on est allé en soufflerie pour analyser tout ce qui peut se passer autour de ton corps, autour de la voile, comme on le voit là. Donc ça c'est une chambre qu'on a utilisée pour faire des essais et avec un gréement complet, c'était très intéressant. Ouais, oui, donc là on est dans une veine de soufflerie, on peut voir tous les ventilos, les ventilos qui sont derrière. Là il y a un grand mur, tout le mur noir, il y a une trentaine de ventilateurs qui soufflent une trentaine de nœuds, je crois, dans celle-là. Ouais, c'est ça. En fait, cet endroit-là, c'est pas une soufflerie au sens pur du terme. On a utilisé 3 endroits différents, des vraies souffleries avec un air très pur, très propre. Et on a aussi utilisé cette chambre climatique. Ce qui nous intéressait, c'est justement d'avoir un air turbulent qui arrivait sur la voile. Donc pour les experts, ça, c'est pas une soufflerie, c'est une chambre climatique. Mais le côté turbulent de l'air était intéressant à sentir. Tu as vu la différence vraiment Oui, ça se rapprochait le plus de la navigation, du vent qu'on a à l'extérieur, qui est pas régulier du tout. Nulle part, le vent est vraiment très régulier, quoi. C'est quelque chose qui est intéressant, parce que ça nous permet de vraiment différencier le réel de quelque chose qui est en fait un outil de laboratoire et qui est trop limitant. Donc on a travaillé aussi sur... on peut bien le voir là, justement avec les jets de fumée. Le jet de fumée est vraiment très très clean, il est très très propre, très linéaire, alors que dans la chambre climatique avant, c'était pas le cas. C'est la fumée part un petit peu n'importe comment. Donc dans cette soufflerie, on a fait différents types d'analyses, justement ce flux d'air autour du corps pour voir un petit peu ce qui se passe, également des mesures d'effort sur ton corps. Donc on a été très surpris par la traînée en fait, hein. Par exemple la tête non carénée te fait perdre énormément en termes de force de traînée. On a vu ça, c'était assez étonnant. Ben oui, déjà moi je pensais pas que le corps pouvait être un obstacle, parce que je me disais bon oui, on va presque 100 km/h, mais bon, t'as le vent apparent, il faut bien que tu sois là pour tenir la voile, donc on y va, quoi. On a vu quand même une grosse différence entre la position bibendum que tu as du record 2015 avec tout ton lest et tes gros gilets. Et puis là, juste en combinaison, c'était énorme. Ouais, c'était énorme. La différence de pénétration dans l'air, c'est clair qu'elle était monstrueuse. Ça coûte très cher en termes de traînée, donc c'est tout ça qu'on essaie de travailler. Ça, c'est encore autre chose. On t'a balancé un produit avec des particules vertes que vous voyez là pour partir en boîte de nuit. C'était sympa le soir d'ailleurs. Pas vraiment. Non, en fait, non, c'était pas très très sympa. L'objectif, c'était de voir comment l'air s'arrête sur le corps et où vont être les appendices qu'on va mettre ensuite dans ta combinaison, puisqu'on a fait faire 2 combinaisons, une dorée et une bleue. Il y a Spider-Man et Superman, je crois. C'est ça. Mais en fait, on va mettre à l'intérieur des appendices pour faire un petit peu comme vous avez vu en snowboard. Ou en vélo. Hein. Ou en vélo, pour pouvoir... Bon, le seul problème, c'est que, quoi qu'en snowboard, il était de travers aussi. Hein. Exactement. Et là, on navigue de travers, donc ça va être un petit peu différent qu'en vélo. C'est un petit peu différent, mais... Un peu plus dur, je pense, à faire. On va aller sur cette voie et on a vu que c'était très sensible. En fait, il ne s'agit pas de dire... On a vu pas mal de personnes qui travaillent là-dessus, à l'Udéris justement, comme Eric Bill, qui met des profils en disant ça doit se passer comme ça. En fait, même en étant en soufflerie, en faisant de l'observation, entre un appendice et un autre, une fois ça marche et une fois ça marche pas du tout. Donc voilà, on a une petite idée de ta combinaison avec... non, c'était Capitaine America, je me suis trompé. Alani, il aurait préféré qu'elle soit rouge, il m'a dit. Il aime bien le rouge.
Il était déçu, hein, croyez-nous, il était déçu. Donc ça c'est ce qui s'est passé ensuite en soufflerie. On a vu une petite image avec la voile, on a vu des comportements en fait de l'air avec ce fait qu'on a déversé vraiment en partie basse, également en partie haute. Donc c'est des phénomènes qui sont là très visibles et on voit la perte d'énergie colossale. Alors ça c'est des choses qu'on pensait, mais on n'avait pas on n'était pas sûr. Et le fait d'aller en soufflerie, eh ben, on a eu la confirmation justement. On a eu la confirmation que ce qu'on pensait, on a même découvert l'interaction entre moi et la voile qui est très importante et ça par contre on ne le connaissait pas, on ne le savait pas. Donc on a découvert beaucoup d'informations qui nous permettent après par le calcul d'aller creuser ces zones où on a des incertitudes. Et ce qui se passe au niveau aérodynamique, on s'est dit mais voilà, on va fermer une voile complètement, on va la rigidifier. C'est des choses qui ont été faites il y a une vingtaine d'années et testées. Mais on s'est rendu compte aussi que le fait que l'air dessous passe sous ta voile te permet aussi de décharger la pression. Ouais, bah oui, t'as tout dit. Oui, il y a un moment donné, il faut que la voile libère le vent, sinon tu te retrouves avec trop de puissance et la puissance ne se libère pas, donc tu ne vas pas accélérer. Donc la difficulté sur la partie haute, c'est que cette aile voile souple soit capable d'avoir une forme de poussée très régulière, très stabilisée. Dans le même temps, soit capable d'encaisser de la survente, que ça décharge, mais sans traîner, sans avoir ce phénomène qu'on voit là qui est en fait assez rédhibitoire en termes de performance. Et la deuxième chose, c'est qu'on va travailler aussi sur l'interaction entre toile, pilote et l'aile. Les deux travaillent ensemble en fait. On ne peut pas les dissocier, on s'est rendu compte de ça. Donc si on continue à avancer, on est allé ensuite faire un petit film Star Wars, comme on a vu un peu tout à l'heure. Et t'as l'air mignon tout plein là. Donc ça c'est une combinaison où on m'a mis pas mal de capteurs dessus pour justement faire un film d'animation. Donc en fait on est allé, comme on l'a vu tout à l'heure, mettre des points pour suivre ces points en fait dans l'espace avec tout un travail avec l'équipe qui était sur place. C'est vraiment un film de cinéma, hein. C'était avec un clap de départ, un clap de fin, démarrage des ventilos, coordination de tous ces gens-là. Donc c'était une vingtaine de personnes pour arriver à faire des petits films de 30 secondes, 1 minute en fait. Hein. C'était assez étonnant comme ambiance. Ben oui, on s'est retrouvés dans une scène de cinéma, là, pour tourner juste quelques secondes d'animation tu vas le montrer après, je pense. On va regarder ça tout de suite, justement cette ambiance-là. Motion capture. Step by step, all these people just came together with this great energy. Donc c'est un gros travail de fond pour mettre ça en œuvre. Petit marqueur qu'on pose sur le port. C'est une aventure ça. La préparation aussi est énorme. C'est énorme. Marqueur dans la voile. De voir le résultat. World premieres today and again tomorrow. So excited. Donc là on voit ces petits points et toi on avait plusieurs scènes à tourner, des scènes avec le vent qui monte dans la soufflerie, des scènes où on a des variations de vent, des scènes où... Le départ, la fin, essayer de tourner, essayer de sauter. Donc là on va regarder une petite scène où Antoine tu faisais des forwards. Ouais, il fallait que je bouge un peu. Donc on va voir ce que ça donne en fait. Voilà ce qui se passe en fait quand on a filmé cette scène. Je vais essayer de retrouver. Elle va partir. Voilà. Donc là, tous ces points-là, c'est ce qui était dans la voile et sur Antoine. Donc c'est la base d'un film d'animation. On vient poser des points à des articulations pour pouvoir reconstituer en fait la scène. Donc là, on voit bien en fait ton mouvement, on te voit bouger. On voit les petits points bleus aussi, c'est la vitesse du vent. On voit le vent qui circule. Et donc on avait imaginé plusieurs mouvements. Et ça c'est la base scientifique où on connaît exactement la position du point dans l'espace au millimètre près. En fait, on voit bien le volume de la voile aussi. Hein. Vous avez collé des petits points sur les lattes, le mât, la chute. Là, tu sais quoi comme figure que tu faisais à l'instant? C'était un jibe, non? Je sais pas. Coller la planche collée au sol. C'était pas facile, ouais. Non, c'était pas facile. Et dans la deuxième étape, en fait, on est allé habiller ces points-là avec le dessin numérique, la CAO 3D de la voile et ta CAO à toi. On t'a mis de façon modélisée très simple parce qu'on n'avait pas besoin de plus de détails pour faire tourner ces logiciels. Et ça nous a permis de justement habiller cet ensemble. Et si on revient dessus, pour ceux que ça intéresse, on est sur quelque chose dans lequel on va être capable de mettre des axes un petit peu partout pour que ces axes-là nous permettent de prendre des mesures dans la scène. En fait, on rentre dans la scène digitalisée et on fait des mesures, comme si on rentrait avec un mètre et on prenait des angles ou des distances. Et dans la deuxième étape qui suit derrière,
on est allé encore un petit peu plus loin et on a pris notre voile et on l'a coupé. Non, là, c'est pas ça en fait. On l'a coupé en tranches en fait. Je sais pas si ça part, c'est pas grave. On l'a coupé en tranches et on est allé mesurer les variations sur toute la hauteur de la voile, la façon dont elle vrille, puisque le vrillage c'est important. La déformation, quoi. C'est vrai qu'il faut qu'on apprenne comment la voile doit être le meilleur pour avoir le moins de traînée possible, la bonne puissance et le moins de traînée. Alors la personne qui nous a contacté, c'est quelqu'un qui pilote tout le groupe de personnes qui font les films Les Mignons, Moi Moche et Méchant, vous avez vu ça chez Universal. Et en fait, ce monsieur-là qui nous a contacté en disant... Donc attendez-vous à me voir dans le prochain Mignon, avec ma planche. Donc en fait, quand il nous a contacté, on n'y croyait pas, on disait non mais ton film d'animation, on s'en fout. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'interdisciplinarité et que leur savoir-faire du cinéma, les mouvements des drapés, en fait, c'est de la mécanique des fluides, super pertinent. Et quand on pousse le truc, évidemment, il n'a pas pu s'empêcher de faire une animation. Et donc, c'est ce qu'on a sur le stand. Quand vous passez, vous pourrez le voir avec votre téléphone. On a la scène, en fait, cette scène que vous avez vue tout à l'heure, elle est là. Elle est en virtuel. Elle est sur votre tablette ou sur votre téléphone, via Instagram. Donc voilà comment on a poussé les choses. Tout ça, c'est la dimension, on va dire, numérique, le fait de comprendre par les chiffres, les simulations. Et à côté, il y a la partie opérationnelle, quand on va sur l'eau. Et là, on était à l'île de Ré il y a quelques mois, ensemble. Phase de test, donc ça c'était quoi, fin août, je crois, début septembre, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Où justement, on testait, on n'a pas parlé de la centrale inertielle qu'on a à l'intérieur de la planche, là. Ça, c'est un gros GPS qui permet de définir où se trouve le point qu'on a déterminé juste devant le mât, là, dans l'espace. Donc on va avoir la vitesse, l'accélération, la hauteur de vol, l'inclinaison de la planche. Donc tout ça, c'est des données que les ingénieurs vont récupérer et vont étudier. Et ça va être très utile pour tout ce qui est phase de test, quand on va changer les ailes, quand on va changer le foil, si on change la voile ou autre. Donc en phase de test, ce qui se passe, c'est qu'on a ces informations-là qui sont donc, de grande précision, parce qu'on arrive à être à 2-3 cm de position dans l'espace, extrêmement précis. Et grâce à ces antennes-là et ce système qui est embarqué sur les Ultimes, les IMOCA, sur les hélicoptères, il y a exactement la même chaîne d'acquisition, c'est la même chose. Et ici, on a un système qui récupère les données, mais il y a aussi qui nous les envoie en Wi-Fi et en 4G. Donc on a ça en direct, soit sur un afficheur que tu peux avoir sur la voile, où on va donner des consignes par exemple, ou essayer d'avoir un certain type de navigation, ou on récupère les données directement à distance pour voir ce qui se passe en temps réel sur le matériel. À côté de ça, ça permet par exemple à Mathieu de recaler son simulateur de vol sur des données réelles. Donc nous voilà en test, en fait, c'est ambiance travail, hein, bien sûr, mais toujours il faut joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Et ça, c'est un proto qui est vierge de tout sponsor, hein, puisqu'en fait on est en recherche de sponsor, c'est ce qui va nous permettre d'aller au bout du projet. Mais c'est une aile épaisse qui est particulière et qui justement est une sorte de moteur V12, on va dire, quelque chose qui est très souple. Et oui, ça en fait c'est une voile qu'on a fait suite à tous les développements qu'on a fait avec Neil Pride et mon designer depuis pas mal d'années. Donc c'est une voile asymétrique avec un double profil pour justement avoir le profil idéal, parce que c'est vrai qu'il faut se dire que tout ce qui est voile de bateau, voile de planche à voile, elles sont faites pour aller dans les deux sens. Mais au final, le profil idéal, il va être bon que dans un sens. Donc, on peut faire des records du monde de vitesse avec des voiles symétriques, mais l'idéal, c'est d'avoir un profil type pour aller que dans un sens. Donc, avec cette voile, on se rapproche du profil idéal. Et c'est vrai que si on réfléchit, si on passe à un oiseau, imaginez un goéland qui vole. Mais déjà, ils vont jamais voler à l'envers, les oiseaux. Est-ce qu'à un moment, le goéland, il inverse ses ailes et... Non, hein, je crois pas. Il ne volera jamais à l'envers. Donc en fait, c'est peut-être du bon sens d'aller sur ce type d'approche-là. Donc ça, c'est un prototype avec du travail. Quand on est sur l'eau, on bricole, on fait au mieux de ce qu'on peut. Bon, là, le photographe, il a eu un peu chaud. Et puis là, c'était justement ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a quelques jours, avec tout ce travail d'organisation et de logistique autour d'une tentative, d'essai. C'est compliqué, c'est une vingtaine de personnes, des équipes de tournage, parce qu'on a besoin d'avoir des drones qui vont observer, on a besoin d'avoir des enregistrements de nos conversations, on a vraiment besoin d'avoir toute une équipe autour pour simplement faire des tests quand on veut vraiment pousser les choses et avoir de la data et vraiment avoir un maximum d'informations. Avec les gants et les chaussons d'ailleurs.
Donc ça c'est un proto de planche classique à aileron qu'on a commencé à tester, c'est un tout début pour dire comment on pousse les choses, c'est-à-dire que c'est du matériel sur lequel tu pensais peut-être même pas partir au planning, c'est-à-dire démarrer quelque part. Ça c'est un design de planche qui a été pensé par Martin Fischer. Donc il nous a donné quelques pistes pour justement, bon là on montre que le dessus de la planche, mais la carène est complètement atypique, ça ne ressemble pas à une planche normale. On ne veut pas la montrer pour l'instant parce qu'on ne veut pas non plus être copié ou que d'autres aient des idées. Donc on a testé cette planche-là qui nécessite encore d'autres tests. Exactement, on a même cassé du matériel, mais on a vu qu'il se passait des choses en tout cas. C'est sûr qu'il se passe des choses. Donc on a testé ça, on travaille aussi sur des ailes, ça c'est le dernier proto de foil qu'on a testé, qu'on a fait fabriquer et usiner suite à la simulation numérique. Et ce matériel-là, on se rend compte que dès le début, alors qu'on part de rien, on a déjà du matériel qui a un potentiel qui toi t'intéresse en fait en termes de glisse. C'est ce que tu as pu ressentir. Mais oui, parce qu'on n'a pas trop travaillé sur des ailes de vitesse encore. On utilise des ailes qui doivent être utilisables par Monsieur Tout-le-monde de la planche à voile. Donc on n'a pas vraiment sur le marché des ailes pour aller très vite en foil. Donc là, les ingénieurs ont dessiné ces ailes et ces profils que l'on a reçus juste avant le 4 pour voir comment ça fonctionnait, pour voir à quelle vitesse on pouvait aller par rapport à du matériel de série. Donc c'est intéressant de croiser, en fait, on explore chaque domaine et on vient les croiser les uns avec les autres. Donc on a les traces GPS, là on a des données, on voit des données embarquées, on voit des accélérations, des variations d'angle, exactement ce que fait un avion en fait pour avoir des informations techniques. Et puis il y a la jeune génération, et ce qui est chouette dans ce projet, c'est qu'on fait du matériel pour aller chercher des vitesses extrêmes, mais aussi il y a la dimension plaisir qui fait partie de l'aventure. Oui, l'intérêt c'est de réaliser une Formule 1 que moi je vais pouvoir piloter, mais que pas Monsieur Tout-le-monde de la planche à voile va pouvoir monter dessus et partir. Donc on aimerait justement développer via ça une planche qui va permettre aux gens qui naviguent habituellement à 25-30 nœuds de se rapprocher des 40 nœuds, pourquoi pas. Donc c'est ça le but aussi du projet, d'essayer d'améliorer les vitesses en planche de Monsieur Tout-le-monde. Et justement, on a un petit extrait de Pierre en navigation qui testait justement le proto d'aile. Et regarde sa montre, c'est un GPS. Ah, il avait la banane. Hein. Ouais, bah là il était monté sur une aile un peu plus performante. Et je crois qu'il avait battu son record de vitesse, donc il était content. Il ne regardait pas sa montre pour savoir s'il devait rentrer ou pas. En fait, il a battu son record. La semaine dernière, il a battu ses 2 records en planche classique et en foil. Donc à chaque fois, il sort et il dit j'ai pété mes scores. Avec ton matériel et du matériel difficile quand même. Hein. Oui, bah, il va continuer, c'est sûr, hein, parce qu'il va grandir et il va prendre de la force. Donc il va se rapprocher tout doucement. Donc ça, c'est chouette, c'est très chouette à voir. Donc voilà les prochaines étapes. En fait, en 2021, l'hiver 2021, notre objectif c'est de se rapprocher des 40 nœuds en foil. On a des premiers protos, on va voir ce qu'on arrive à faire, mais bon, les conditions météo ne nous aident pas trop. En 2022, l'objectif c'est de passer pendant toute l'année des marques et faire progresser tes vitesses en foil comme en planche classique. Ça, ce serait parfait. Et 2023, c'est l'année où on sortirait, on va dire, les conclusions, les résultats de tout ce travail d'exploration pour aller claquer des très très gros records. Donc voilà un petit peu l'esprit avec cette démocratisation des résultats, puisqu'on veut partager ça en fait. Il faut qu'on le tienne, ce planning. Il faut qu'on le tienne. On est sur les rails pour l'instant, on avance. À côté de ça, juste pour que vous sachiez, au niveau médiatique, alors qu'on a fait ça juste sur nos ressources à nous et les partenaires qui nous ont accompagnés, on a quand même réussi à toucher, là on parle de 127 millions, mais en fait on en est à 137 millions de personnes qui ont vu Zephyr en France, aussi en Italie, en Angleterre avec The Guardian. Donc on était sur France Info, France Inter il y a quelques jours, France Télévisions, la Dépêche là, qui est sortie, l'Indépendant encore, le Parisien. Donc on est très suivi. Il y a vraiment l'équipe aussi bien sûr, et il y a vraiment un suivi régulier de ce qu'on fait, donc il y a ce lien vraiment avec les médias qui est quand même super sympa, en plus du fait que tu aies des liens privilégiés avec eux aussi.
Il y a Canal aussi qui me suit moi personnellement, mais qui va suivre aussi le projet Zephyr, donc qui va sortir un gros documentaire en 2023, je crois début 2023. 90 minutes Il faut les remplir. Sur tout ce que tu as fait et puis cette aventure qui est dans la suite de ta carrière. Et ils sont venus lundi avec nous à Le 4 et ils ont pris cher. Ouais, ils ont eu froid comme jamais. Presque plus froid que moi, je crois. Ils sont arrivés sur Mars. Et ça, c'est sûr, c'était dur pour eux, quoi. Donc on va poursuivre en fait avec ces images. On vous repasse le petit film. Ça a été l'épreuve la plus dure, je pense. L'avenir, ça passe aussi par des sensations comme ça. Pour conclure. On est deux là, non? Je sais pas, il y a un truc. Une petite tête blonde là devant nous. Ouais. Alani, 5 ans. C'était bon ça, hein? Ah, il fait un chacun en plus. Ouais, quand même. Et il est pas malheureux là. Hein? Ouais, le problème c'est qu'il redemande à y retourner maintenant, mais il fait froid. Donc voilà comment on termine tout ça. On vous remercie pour votre attention. On a essayé de faire un tour le plus exhaustif possible. Et merci à tous et merci aussi à toi, Antoine. Ouais, merci à tout le monde. Merci bien. Merci beaucoup. Donc c'est bien de partager comme ça de façon ouverte avec des personnes qu'on ne connaît pas et qui passent par hasard et qui disent tiens, on va voir ce que font Antoine et Marc. On est là encore, on a un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions? Mais toutes questions sont bonnes à prendre. Il n'y a aucun souci là-dessus, allez-y. Sur toutes les dimensions techniques, humaines, technologiques. J'ai une question parce que j'ai vu sur une planche qu'il y avait, sur une slide, en 2013, le record il est comment dire, en kitesurf, alors donc il a été plus vite finalement que la planche à voile? Oui, en fait, le kitesurf aujourd'hui est l'engin léger le plus rapide, pour une raison qui est mécaniquement assez simple, je dirais, même si l'exploit est énorme. Hein, c'est Alex Kayserg, c'est bien Alex qui a ce record. En fait, il y a une opposition directe entre la voile et l'appui sur l'eau. Donc en fait, c'est un engin qui naturellement est capable d'avoir très peu d'appui sur l'eau et aller très vite. Et en parallèle, la planche a eu très peu de développement. Donc en fait, on a aujourd'hui des kites qui sont naturellement plus rapides que la planche. Non, mais je pense que tu as tout dit. Il y a aussi le fait d'organiser un plan d'eau avec très très peu d'eau. Donc tu as très peu de clapots. Et c'est un endroit où en planche tu peux pas aller parce que tu as ton aileron. Donc tu peux pas vraiment y aller. En plus, il a fait une butte d'une certaine hauteur côté vent pour couper le vent qui pourrait faire une interaction sur lui-même, vu qu'il a l'aile un petit peu en hauteur. Donc c'est en planche, on peut pas aller sur son canal. C'est pas possible. Et puis aller en Namibie, je pense que pour lui le canal n'est pas assez long parce qu'il a du mal aussi à s'arrêter. En kite, on s'arrête encore moins vite qu'en planche. Donc je pense que ce serait dangereux pour lui d'aller en kite là-bas. Merci pour tout ça. Juste la préparation physique, est-ce elle ressemble à quoi pour ce type de... La préparation physique, pour l'instant, il n'y a rien de spécial.
Moi, je continue à naviguer, je fais mes compétitions, je me prépare toute l'année. Donc pour l'instant, j'ai rien fait de spécial. Mais le jour J, avant le jour J ou quelques mois avant le jour J, il y aura une préparation spéciale, je pense. J'avais déjà fait des préparations à chaque fois que j'allais à Ludiritz, où avec mon préparateur, on faisait une préparation vraiment spécifique pour ça. Je vais juste ajouter par rapport à ça, en Namibie, ta préparation te permettait de faire beaucoup plus de runs que que tes concurrents en fait aussi. Grâce à ta capacité à enchaîner la performance et sur la journée. Oui. Ouais, mais en fait, les runs qu'on voit en Namibie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fait pas un run par jour. Parce qu'il va falloir faire des runs. Le vent vient aux alentours de midi et vers 4h30, 5h, il commence à faiblir. Donc il y a quelques pics. Généralement, il y a 2 ou 3 pics dans la journée qui sont normalement plus ou moins aux mêmes horaires, mais c'est toujours un peu de décalage. C'est pas la SNCF. Donc, donc il va entre le moment où le vent commence à être fort et qui commence à faiblir, il faut passer un maximum de fois. Donc on descend le run, mais on doit remonter aussi avec un véhicule. Donc, et faire un run de vitesse, c'est quand même assez physique parce qu'on a déjà beaucoup de poids sur le dos toute la journée. Il faut marcher avec la planche, il y a 40-50 nœuds de vent, c'est pas facile, il faut charger la planche dans le fondement pour remonter, c'est très épuisant. Donc il faut avoir la force physique pour faire un maximum de run les 3 jours de vent, les 3 derniers jours de vent on a eu 2 jours qui étaient très forts, mais le plan d'eau était très agité, ça allait pas très vite. Et le lundi, c'était le jour du record. J'ai fait 108 runs en 3 jours. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc il faut aussi une bonne intendance pour revenir le plus rapidement. Donc les autres n'ont pas suivi mais bon, c'est comme ça, c'est aussi ça qui fait la course. Alors je suis désolé, ça va être une question un peu technique, je pense. Est-ce qu'il est possible d'insérer des boucles d'asservissement, typiquement pour les longs ou pour les profils d'ailes, pour aider à la stabilité ou à la performance? Oui, bien sûr. En fait, on a 2 problématiques. La première, elle est réglementaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé avoir d'énergie embarquée sur la planche pour un record du monde officialisé. Donc déjà, ça, c'est pour ça que, par exemple, dans certaines règles de Coupe de l'América, on voit des gars qui, pendant tout le temps, ils pédalent sur leur vélo ou ils embraquent, en fait, parce qu'ils stockent de l'énergie. Ils manipulent rien du tout, ils stockent que de l'énergie hydraulique ou électrique. Donc on a ce type de stockage. Donc dans notre cas, c'est pas le cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour aller chercher des vitesses, le record du monde officiel, c'est une chose. Mais on va quand même travailler sur ce type de boucle d'asservissement. Tout est là pour le faire. Mais on va peut-être chercher des choses qui ne sont pas tout à fait les trajectoires qu'on a sur les ultimes ou sur les IMOCA. On va plutôt aller chercher de la déformation que de l'asservissement avec des volets, par exemple. Il est fort possible qu'on joue sur cette caractéristique mécanique plus que sur l'aspect volet. Donc l'asservissement, évidemment, ça fait partie de l'histoire et c'est ce qui va faire qu'on va avoir une stabilité très très élevée. Donc il y a un peu la technologie d'un côté qui va amener un type d'engin potentiellement extrêmement rapide mais pas homologable. Et à côté de ça, ou peut-être qu'on trouvera des tricks pour quand même sur homologable parce qu'on peut embarquer de l'énergie avec de la pression dans l'eau, enfin on peut faire quand même pas mal de trucs. Donc ça fait partie de la recherche. Pour ça, il faut des moyens. On a les équipes, mais il faut des moyens. Encore une question? Et un airbag, est-ce que c'est de l'actualité ou pas? Comment? Un airbag. Alors aussi, oui, airbag, on a discuté avec des personnes sur les airbags. En fait, on va intégrer ça sur certains types mais c'est des airbags très particuliers. Donc on a par exemple sur la combinaison d'Antoine, on réfléchit à des solutions de minerves qui viennent bloquer le coup pour éviter des extensions au niveau du choc. En fait, c'est un gros problème en fait pour les foilers. Un IQ Fuel par exemple, qui sont pour les prochains JO 2024, ils ont une problématique, c'est quand ils tombent, comme c'est quand même des vitesses élevées, ils sont bloqués par le harnais qui fait poche d'eau et ça vient tirer les cervicales et la tête en fait est très lourde, donc ça vient étirer le dos. Donc on a des problématiques comme ça évidemment pour toi Antoine, donc ça fait partie de ça. Donc l'airbag peut venir bloquer aussi le corps, enfin
C'est quelque chose qui vient tout seul en fait au projet parce qu'il y a des personnes qui viennent nous proposer des solutions. Donc ça va venir en son temps. Bah écoutez, vous savez quoi, on est là encore ce soir, c'est une nocturne jusqu'à 4h du matin je crois, c'est ça? Il y a du rhum sur tous les stands, hein, parce qu'avec le Covid c'est open bar. Donc on est sur notre stand, on sera là encore demain. Antoine, toi tu es là demain encore. Et tu repars demain soir et on sera là jusqu'à dimanche 18h. Donc venez voir ce qu'on vous a montré là en live. Merci beaucoup, si vous avez plus de questions, une très bonne soirée à tous. Merci de votre accueil. Merci à tous.